Bonjour à toutes et à tous. Welcome everyone to this session of Health and Politics Dialogue. Donc, je m'appelle Mélanie Lebert, je suis étudiante au doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal, physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne, détentrice d'un certificat en gérontologie et assistante de recherche au sein de l'équipe ROSA sur l'organisation des soins pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, à travers ces différentes affiliations-là, le thème récurrent, c'est les personnes âgées. Et donc, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de parler avec vous de l'externalisation du travail de soins aux personnes âgées, des enjeux intersectionnels qu'on y retrouve, mais aussi des opportunités que tout ça représente. So, the topic of the discussion will be the externalization of care work for older adults and the intersectional challenges it brings to light, as well as the opportunities it represents. I will start the conversation in French, but my slides are all bilingual, and after the 15-minute-ish presentation, the discussion can be either in French or in English, and please feel free to ask questions if something is not clear for you in English. I'll do my best to find the right words. Donc, le plan pour la séance, c'est d'abord de commencer avec une présentation des grands thèmes qui étaient présents dans les articles suggérés, si vous avez eu le temps de les parcourir. Donc, pour les premiers 15 minutes, on va d'abord revoir l'éthique du care, parfois traduite par éthique de la sollicitude. Mais personnellement, je me range du côté des auteurs qui, même en français, utilisent le mot care parce que c'est un mot qui s'étend à un concept plus vaste que ce que la sollicitude comprend. Ensuite, on va discuter des soins aux personnes âgées pour cibler un peu de quoi on parle ici et faire ressortir plusieurs enjeux. Après les 15 minutes, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir la conversation pour entendre vos points de vue sur les questions soulevées ou vos avis aussi sur les lectures ou le sujet en général. Donc, j'ai bien hâte de vous entendre, vous aussi. Alors, l'éthique du care, c'est une approche féministe discutée pour la première fois dans les années 80 et qui se distingue des autres théories éthiques, comme l'éthique de la vertu, par exemple, qui est une des plus connues, en donnant une place prépondérante au contexte et à ses particularités. C'est une éthique qui est dite relationnelle parce qu'elle place les relations humaines au centre de ses réflexions. Donc, si je résume en quelques mots, l'éthique du care part en fait du principe que tous les êtres humains sont vulnérables, que cette vulnérabilité-là fait partie de qui on est, de notre définition. Et l'idée ici dépasse les vulnérabilités uniquement physiques ou celles liées au vieillissement ou à la maladie. L'idée, c'est vraiment de reconnaître qu'on est tous et toutes des êtres fondamentalement de besoin et on a besoin des autres personnes pour nous aider à répondre à nos besoins. Donc, on est tous et toutes à différents degrés vulnérables et interdépendants les uns les autres. Et c'est pour cette raison-là, notamment, que les relations interpersonnelles sont aussi importantes au sein de l'éthique du care. Donc, une fois qu'on reconnaît cette interdépendance-là, la nature de nos liens avec les autres, donc ça devient en quelque sorte un devoir moral d'être attentive aux besoins des autres et de s'engager soi-même dans certaines activités de care pour entretenir nos relations. Et à ce niveau-là, le care est défini assez largement comme toute activité qui vise à maintenir, perpétuer et réparer notre monde, entre guillemets, pour y vivre aussi bien que possible. Donc, l'éthique du care a des applications dans plein de domaines, par exemple l'environnement, la culture et autres, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les soins personnels, ceux d'aide à la personne et ceux qui font partie du travail domestique. Donc, ces activités-là de soins personnels, d'aide à la personne et de travail domestique, historiquement, ont subi une dévalorisation symbolique et pendant très longtemps. Donc, ça regroupait des tâches généralement reléguées à la sphère privée par opposition à la sphère publique, des tâches qui étaient non rémunérées et la plupart du temps effectuées par des femmes. Certains auteurs le décrivent aussi comme un travail reproductif par opposition à un travail productif. Donc, ces tâches-là et ces activités-là, menées dans le but d'assurer le bien-être de la personne, restaient à l'intérieur de la maison et sans salaire et étaient donc invisibles. Et c'est seulement au cours des années 70 que le discours a commencé à reconnaître ce travail-là, le nommer comme un travail en fait. On a essayé de quantifier le travail de care pour le décrire. Il y a des concepts comme la charge mentale ou la deuxième journée de travail qui ont émergé. On s'est rendu compte que le travail de soins personnels était complexe
qu'on n'était pas dans une dynamique de punch-in, punch-out, et qu'il y avait aussi une pénibilité émotionnelle qui s'y rajoutait au-delà des efforts physiques et des tâches logistiques et de gestion. Donc, le travail de care a commencé à être reconnu, mais on en était encore au tout début à essayer de le comptabiliser pour ultimement le diviser équitablement. En parallèle, c'est aussi pendant cette période-là que les femmes ont commencé à intégrer massivement le marché du travail. Donc, ici, on a la courbe qui représente la participation au marché du travail au Canada chez les hommes en bleu et les femmes en rouge entre 25 et 54 ans. On voit qu'entre 1965 et les années 2000, la participation au marché du travail des femmes a vraiment plus que doublé. Mais comme on vient de le mentionner, tout ce travail de care, de soins personnels qui était fait à la maison, qui représente une charge de travail estimée à 6 heures par jour, 7 jours sur 7 pour les femmes au foyer, dans les chiffres de Dussuet. Ça répondait à un besoin fondamentalement humain, mais comment ça a été possible de jumeler ça à un travail salarié? Ça, c'est la question. D'un côté, on a commencé à avoir des critiques plus fortes de la double journée de travail avec l'apparition dans le langage du Wonder Woman Syndrome. Au Canada, en 2018, les femmes passaient encore en moyenne près d'1 heure de plus par jour à faire ce travail domestique-là. Et là où le décalage était encore le plus flagrant, c'est justement au niveau des soins à la personne. Donc, du côté des proches aidants, on trouve 3 fois plus de femmes que d'hommes et les femmes impliquées passent en moyenne plus de temps que les hommes. Donc, on peut se reposer la question, comment ça a été possible de jumeler tout ça à un travail salarié? La réponse, ça a été l'externalisation de ce travail de care. Donc, le travail de soins à la personne a été transféré en dehors de la sphère privée à des personnes hors de la famille, rémunérées pour leur temps. C'est devenu une forme d'emploi. En fait, plusieurs titres d'emploi allant de l'aide personnelle, l'aide-soignant, aide infirmière, personnel de soutien, préposé aux bénéficiaires. Et on y retrouve beaucoup de personnes. Si on regarde les chiffres du ministère de la Santé, juste pour Montréal, on voit que déjà le nombre de préposés aux bénéficiaires dépasse celui des infirmières ou celui des infirmières cliniciennes. C'est sûr que quand on regroupe toutes les catégories infirmières, non, mais c'est quand même un grand nombre de personnes. Donc, l'externalisation est importante ici. C'est un domaine d'emploi où il y a beaucoup de demandes. Et un point commun entre les différentes appellations et les différents types d'emplois en aide à la personne, c'est qu'on y retrouve une très forte majorité de femmes. Dans le secteur de la santé, c'est assez courant de retrouver une majorité de femmes, mais là, c'est vraiment la catégorie où l'écart est le plus prononcé. C'est aussi un des secteurs d'emploi de la santé où on retrouve des fortes proportions de personnes issues de l'immigration ou des minorités visibles de 2e, 3e, 4e génération et plus. Donc, en santé, on retrouve plus de femmes que dans les autres domaines d'emploi et c'est particulièrement vrai pour les rôles de soutien. Donc, c'est dans les emplois avec la plus forte proportion de femmes avec les professions infirmières. Ici, les chiffres commencent à être un peu vieux, donc c'est de 2001, pardon. Mais on voit que 5 ans plus tard, on a encore des rapports similaires, donc c'est quelque chose qui se maintient dans le temps. Maintenant, c'est aussi un domaine d'emploi où on trouve une forte concentration de main-d'œuvre immigrante. On voit que la proportion est en constante augmentation depuis 1996 et les chiffres les plus récents montrent que c'est 1 personne sur 3 parmi les aides et les préposés qui est immigrante. Et ça, c'est sans compter ensuite les 2e, 3e et autres générations. Alors, c'est très difficile de trouver les chiffres pour les minorités visibles en général, pas juste pour les personnes ayant immigré. Mais il y a Alain Croteau, qui est le représentant syndical des employés du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, qui estimait cet été en entrevue à Radio-Canada que pour les préposés aux bénéficiaires, on parlait de peut-être jusqu'à 80% des employés. Donc, si on reprend un peu l'histoire chronologique qu'on vient de se raconter ici, on se rend compte qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce besoin de care a commencé progressivement à être reconnu, mais qu'en parallèle, il a continué à être dévalorisé symboliquement. Donc, les femmes qui se sont émancipées, entre guillemets, en allant vers le marché du travail, ont développé une autonomie financière, ont obtenu plus de reconnaissance, et le travail de care a été externalisé à d'autres femmes, moins aisées et pour la plupart racisées.
Donc, si on peut se réjouir de la nouvelle indépendance des femmes qui peuvent maintenant plus choisir leur rôle ou suivre leurs ambitions, on voit que ça s'est fait au coût d'une fuite de soins des pays du Sud vers les pays du Nord. Et ça pose des questions éthiques. L'amélioration de la condition de certaines femmes, surtout blanches et des classes moyennes et supérieures, est-ce que ça s'est fait aux dépens de celles moins aisées et racisées? C'est comme ça, on n'a plus trop le goût de se réjouir, en effet. Maintenant, c'est quoi les conditions de travail de toutes ces personnes qui sont dans l'aide à la personne? Donc, Zagrodny, qui était un autre des articles, parle d'une nouvelle classe de travailleuses et travailleurs qu'elle appelle le précariat. Et elle avance qu'au Canada, les aides à la personne en font partie. Les aides à la personne, souvent sollicitées dans le contexte de soins aux personnes âgées, ont différents niveaux d'accréditation, parfois à la limite entre les secteurs d'emploi formels et informels. On a des différences, par exemple, entre des préposés aux bénéficiaires en centre d'hébergement et une voisine qui est rémunérée pour son aide par un chèque emploi-service. Une partie des différences s'explique par la représentation syndicale de certains travailleurs, notamment les préposés aux bénéficiaires, depuis les années 60-70. On retrouve aussi, particulièrement dans le cas de l'aide à domicile, beaucoup de travailleuses à temps partiel, donc plus vulnérables. Le risque de blessure, c'est non négligeable aussi. Du côté de la CSST, quand on regarde les chiffres, on retrouve les préposés aux bénéficiaires au sommet du nombre de blessures, avec un accident de travail sur 3 qui provient des préposés. Il y a aussi un fort roulement de personnel en général, ce qui a un impact considérable sur la continuité des soins. Et ça a été mis en lumière pendant la première vague de COVID-19 à travers la grande mobilité inter-établissement des employés. Donc, il y avait beaucoup d'employés qui passaient d'un centre à un autre. Donc, tous ces éléments-là participent à rendre les conditions de travail plutôt difficiles et, dans certains cas, précaires. Un autre enjeu à considérer, c'est les points de tension, les difficultés à jumeler le care et les soins institutionnalisés. La personnalisation des soins et des services qui ancre vraiment l'activité dans un travail de care rend la tâche plus ardue d'objectiver le travail à faire dans une liste de description de tâches, de délimiter les activités, comptabiliser les heures. Parce que le lien entre la personne âgée et l'aidant, que ce soit un ou une proche aidante ou bien une personne rémunérée en institution, c'est ce qui vient vraiment donner toute la richesse au travail de care. Et c'est ce lien-là qui permet de personnaliser les soins pour éviter que ce soit juste mécanique. Mais c'est dur de mesurer ça. Plus complexe encore, c'est justement la présence de cette émotion dans les interactions qui contribue à dévaloriser, à diminuer la valeur marchande et donc le salaire du travail de care. Parce que ça entre en tension avec une posture ou une attitude professionnelle plus classique, plus standardisée, plus axée sur l'efficacité. Et parce que la logique comptable que ça demanderait de réclamer plus de reconnaissance pour le travail, mais pour plusieurs, c'est risqué de compromettre ou de fragiliser la relation avec les bénéficiaires. Donc, dire que c'est difficile, ça met quand même un élément, ça introduit un élément délicat dans la relation avec l'aidant, l'aidé. Donc, il y a comme une inhibition de ce côté-là aussi. Alors, ça reste un défi de trouver l'équilibre à ce niveau-là, et c'est souligné dans l'article de Dussuet, encore une fois, avec le dilemme de plusieurs travailleuses qui se retrouvent à choisir entre effectuer leurs tâches mécaniquement et possiblement en perdre le sens, mais à être efficaces, ou réaliser un surplus de travail qui est non rémunéré, mais pour conserver l'intégrité de leur travail de care. Autre défi, si on cherche à établir des normes strictes avec l'objectif d'assurer des bons soins équitables aux personnes âgées, on est confronté à la définition un peu vague et ouverte qu'il faut garder du care pour lui permettre d'être présent dans les interactions. Donc, Tronto, une autre auteure des articles qui était suggérée, suggère de se concentrer davantage sur les processus de care et les résultats que sur les profits générés. Et le care demande 4 éléments selon Tronto. Alors, en premier, se soucier d'eux, donc être attentif, être à l'écoute. Deuxièmement, prendre en charge, dans le sens de s'investir, se sentir responsable, s'impliquer dans la relation. Troisième élément, prendre soin. Et c'est peut-être uniquement cette étape-là, l'acte physique de prendre soin, où les compétences seraient mesurables. Et finalement, comme le care est, on se souvient, un concept relationnel, le quatrième élément, c'est la disposition à recevoir le soin.
Donc, ici aussi, ça dépend de la relation entre l'aidant et la personne âgée. Est-ce qu'il y a un lien de confiance, par exemple? Est-ce qu'on a une rétroaction de sa part? D'autres éléments comme ça. Mais si on essaie d'ancrer des critères normatifs dans ces différents éléments de care, ça pose un autre problème. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on peut exiger dans le cadre d'un travail, de développer une relation, voire des liens d'affection, et même d'être évalué, d'évaluer la qualité des soins selon ces aspects-là? Est-ce que ça permettrait d'avoir des soins équitables entre les différents bénéficiaires ou les différents résidents? Ce serait aussi une grosse charge émotive à demander et ce serait assez complexe de faire signer un contrat dans lequel on demande d'intérioriser des sentiments de sollicitude. Pour les patients et patientes qui ont des troubles de comportement, le portrait se complique encore plus. Donc, il y a des récents développements à ce sujet-là. Donc, on l'a vu avec la crise de COVID-19, il y a eu une prise de conscience au niveau de la population. On a commencé à parler des préposés aux bénéficiaires, notamment des infirmières comme des anges gardiens. Il y a eu récemment aussi un recrutement massif pour le personnel en CHSLD et des promesses d'augmentation des salaires avec des primes COVID, mais aussi à long terme, à plus long terme. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir observer dans le futur, les impacts de ces différentes mesures-là. Et donc, maintenant, je me demandais ce que vous en pensiez. Donc, j'ai sorti 4 points de discussion, mais on peut en amener d'autres, que ce soit par rapport à la fuite des soins, donc le fait de recruter des femmes immigrantes de probablement plus des pays du Sud vers les pays du Nord, donc une fuite des soins dans ce sens-là. Ensuite, les conditions de travail en ce moment ou à venir, on peut réfléchir aussi là-dessus. Le care institutionnalisé, comment faire pour trouver un équilibre entre ces différents éléments-là, harmoniser les soins, mais garder la portion humaine du soin. Et si vous avez des projets ou des idées à partager que vous avez vues ou auxquelles vous pensez. Donc, la conversation est ouverte.